Quelqu'un me pose la question excellente, qui est « A-t-on besoin d'un chef ?» Je vais essayer d'y répondre. A-t-on besoin d'un chef? En procédant point par point, en allant d'un extrême à l'autre. Alors, pour commencer, on n'a pas besoin d'un chef quand on est dans une situation où on est seul face à une tâche qu'on maîtrise. Là, il n'y a pas de problème. Vous n'avez besoin de personne pour ranger votre chambre, par exemple. À moins que vous soyez envoyé à l'armée sans aucune connaissance et que votre adjudant-chef considère que vous ne savez pas faire votre lit. Mais en principe, pour tout ce que vous savez faire, pas besoin de chef. L'extrême inverse, c'est on n'a pas besoin de chef dès lors qu'il s'agit du niveau le plus élevé de la conscience individuelle et de la recherche spirituelle. Dès lors que vous êtes dans le domaine du spirituel, il faut vous méfier énormément des chefs, puisque on en arrive facilement à des adulations qui peuvent conduire vers l'idolâtrie. Donc on ne prend pas des chefs spirituels, on peut prendre des guides spirituels. Donc vous voyez, je pars de la situation la plus basique, et je vous amène, je fais un saut à la situation la plus absolue. On ne prend pas de chef pour les choses extrêmement simples, et on ne prend pas de chef pour les choses les plus importantes de l'existence, le cœur de votre cheminement spirituel et religieux, par exemple la foi. Alors il y a bien sûr des chefs des églises, de l'église pour les catholiques, en principe. Mais ce n'est pas un chef spirituel, c'est un guide. Donc on se fait guider, c'est utile. De même qu'on étudie, on lit des livres, vous lisez des philosophes, vous lisez des théologiens, vous lisez des textes, des romans aussi, qui peuvent vous amener à vous faire avancer sur le plan spirituel. Mais il ne s'agit pas ici d'un chef, d'une chefferie. Il n'y a pas de chef ici. Bon, alors quand est-ce qu'on a besoin de chef? Eh bien, on a besoin d'un chef à chaque fois qu'il y a besoin d'une unité dans un cadre utilitaire. Par exemple, vous organisez un mariage. Bon, c'est un très gros mariage. Il n'y a pas simplement le couple et trois paroissiens. Il y a un très gros mariage. Il y a un lieu qui va être loué. Il y a de la sonorisation. Il y a des événements. Il y a un spectacle. Il y a la robe de mariée. Il y a les costumes des personnes. Il y a beaucoup de choses organisées. L'emplacement à table. Il faut savoir qui mettre avec qui. Un peu de protocole tout de même pour respecter les usages. Bon, il y a beaucoup de choses. À ce moment-là, vous avez peut-être intérêt à prendre quelqu'un qui va être un spécialiste de la question, qui va être utile pour prendre les choses en main et qui va diriger les choses. Pas forcément de manière impérative, évidemment, il va vous demander ce que vous souhaitez, mais il va organiser les choses. Il sera un peu le chef, ce qu'on appelle le chef de cérémonie. Vous voyez, facile à comprendre. Bon. À bord d'un bateau, idem. On ne va pas prendre une équipe pour diriger un navire de manière collégiale. Ça n'a pas de sens. Il faut quelqu'un qui concentre toutes les informations et qui prenne la bonne décision, parce que la barre, elle se dirige d'une façon et pas à 4 mains. Ni à 12, ni à 36. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que j'ai besoin de votre soutien, puisque, vous le savez, la justice m'interdit de gagner ma vie normalement, et d'ici mon procès, je suis donc obligé, en attendant que l'instruction soit terminée et que le procès ait lieu, je suis obligé de dépendre de vous, les militants, et ceux qui apprécient ce que je fais. Donc, merci de me soutenir. Vous savez que j'ai été le dissident qui a fait le plus de prison. J'ai fait 2 ans, plus 1 an assigné à résidence avec bracelet électronique. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Dès que cette affaire sera terminée, je pourrai reprendre mon travail et gagner ma vie normalement. J'ai besoin de vous, si vous pouvez faire un virement qui ait lieu, par exemple, de manière hebdomadaire ou mensuelle, ça n'en serait que mieux, évidemment. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'apportez déjà. Donc c'est très simple, à bord d'un bateau, il y a effectivement un dirigeant, un chef, si vous voulez, qu'on appelle le capitaine, et qui s'appuie sur une équipe, avec des compétences, qui couvrent l'ensemble des nécessités. C'est donc utilitaire. Le chef est un personnage essentiellement utilitaire. Et j'aurais tendance à dire exclusivement. Mais ce n'est pas tout à fait exact. On peut donc passer à ce chapitre suivant. Le chef n'est-il qu'utilitaire? Autant que possible, il devrait l'être. Il ne devrait être que ça, en réalité, puisque le risque, comme je l'ai dit, c'est de
produire un phénomène d'adhésion qui dépasse la normale et qui devient de l'adulation, puis qui se transforme ensuite en clanisme, en chapelle, etc., puis éventuellement en idolâtrie. Le recours, c'est de toujours s'en tenir à l'utilitaire. Néanmoins, le chef sera mieux écouté si, étant utile, il a un rapport avec les personnes qui soit motivant, ce qui passe par une autorité, un charisme et des notions déjà beaucoup plus floues et moins quantifiables que simplement l'utilité. L'utilité, c'est simple. Est-ce que vous êtes compétent pour diriger le bateau? Oui, non. Si vous êtes compétent, il n'y a pas de problème. Diriger un bateau, c'est une chose, mais sur le navire, vous avez une équipe. Êtes-vous compétent pour diriger cette équipe? C'est autre chose que la simple utilité de la direction du bateau, du pilotage du bateau. Vous voyez, donc forcément, dès que vous avez de l'humain, vous avez autre chose simplement qu'un robot qui va diriger un bateau. Vous avez une personne qui prend en compte des choses d'une manière humaine, avec des choses qui deviennent subjectives, et puis, mais avec des capacités que la machine n'a pas. Parce que la machine ne pourra pas gérer une équipe, ne pourra pas tout gérer, comme pour l'instant l'être humain le fait au mieux par rapport à la machine. Peut-être qu'un jour, dans le cas du pilotage d'un bateau, les machines le font mieux qu'un homme, c'est pas impossible. Ça n'est pas d'ailleurs un vrai problème, c'est pas le sujet de ma conversation en l'occurrence. Tant que il y a de l'humain, il y a à la fois un besoin de compétences, mais il y a aussi des risques liés à la relation à la personne. Alors c'est là que ça devient délicat. Un chef de guerre, par exemple, eh bien, sans chef de guerre, vous n'aurez pas une émulation des soldats, par exemple. C'est pas un robot qui va galvaniser ses troupes. Hein. Ça va peut-être marcher avec les soldats américains, parce que les soldats américains, ils croient qu'un robot peut avoir des sentiments, etc. Vous avez vu toute une littérature à ce sujet, il y a des films à ce sujet aussi, où on voit que les spectateurs américains versent une larmichette pour la supposée souffrance d'un robot, qui n'existe pas évidemment, puisqu'un robot ne peut pas souffrir. Donc, pour eux, ils accordent, ils font de l'anthropomorphisme, ils considèrent que le robot a une vie propre, a une âme. Donc, la mort du robot, ça provoque les larmes des spectateurs. Bon, en principe, si vous êtes normalement instruit, la mort du robot ne vous fait pas pleurer, hein, en principe. Bon. Il y a bien plus à pleurer du côté de ce que l'humanité vit et souffre, plutôt que cela. Et vous avez vu dans Star Wars aussi, hein, certains spectateurs ont une véritable affection pour les droïdes, par exemple. Bon. Alors, il est vrai que les droïdes sont en fait des acteurs qui jouent, donc forcément, le cinéma fait passer un message flou, évidemment, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre que simplement une machine, là. Mais il n'est pas impossible que plus tard, les droïdes ou les robots soient développés au point qu'on pourrait leur prêter une animation qu'ils n'ont pas, en fait. Je reviens donc au chef. J'exclus cette vision très américaine d'un robot auquel on pourrait prêter des sentiments et une âme, ce qui, à mon avis, doit strictement être prohibé. Hein. Bon. Donc je reviens au chef de guerre. Le chef de guerre, pour galvaniser ses troupes, doit faire part d'une autorité, d'une confiance en sa cause, et bon, il va s'adresser à ses hommes, et son invective pleine d'énergie, pleine de puissance, pleine d'espoir, de force, de promesse, de sens de sacrifice, tout cela va créer une émulation. Donc évidemment, là, son utilité serait de galvaniser la troupe, mais on sort quand même de la simple dimension utilitaire, matérielle et quantifiable, pour entrer dans un domaine beaucoup plus flou, subjectif, et qui peut amener à des dérives. On l'a vu dans l'histoire, il y a des chefs qui abusent, ou qui ont été eux-mêmes dépassés par le culte qu'on leur a voué, et cela pose un problème. C'est cela que la plupart des gens redoutent. Ils redoutent cela, et immédiatement après, ils redoutent que le chef soit quelqu'un qui, ayant accaparé les pouvoirs, en abuse, ou ne remplisse pas la mission que le peuple, ou les gens qui le suivent, lui ont assignée, de manière explicite ou de manière tacite. Je ne vais pas faire un long débat sur le sujet, mais je vous invite à bien discerner quand vous avez besoin d'un chef et quand vous n'avez pas besoin. Je vous invite également à considérer qu'il peut y avoir besoin de chefs pour des missions utiles et précises.
Et là, ce n'est qu'une affaire de compétence. Et je vous invite toujours à considérer cette perspective utilitaire, y compris quand il s'agira de galvaniser des troupes, quand il s'agira de charisme et de choses comme ça. Il faudra toujours vous disiez, cela n'est que pour le service d'une bonne cause, mais pas davantage. Si quelqu'un a un charisme, est capable de convaincre les foules, le public, tant mieux, c'est utile à la cause. Ce n'est pas pour autant que nous allons voir autre chose que l'homme qui est face à nous, ou la femme qui est face à nous. Nous n'allons pas lui prêter une dimension qu'il ou elle n'a pas. C'est pour nous, catholiques en tout cas, vers le Christ que nous nous tournons pour la louange, l'adoration, la prière. Il y a pour nous un être qui est digne de ce regard-là, c'est le Christ pour nous. Pas les hommes. On ne voue pas d'admiration éperdue, d'adoration ni d'adulation même vis-à-vis d'un être humain. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est ce qu'on voit très souvent, c'est le mépris des chefs, le refus des chefs. Je lis très souvent, je l'entends très souvent, on n'a pas besoin d'une pyramide, on n'a pas besoin d'un chef, on met un groupe là à la tête et puis ça va bien fonctionner. Ça peut fonctionner si le groupe a une tâche précise à accomplir et qu'un groupe est utile en l'occurrence, mais ça peut ne pas fonctionner dans un certain nombre de cas. Je l'ai vu en politique, et vous le voyez très souvent, les gens se disputent très rapidement, il y a des discordes, accaparement de certains pouvoirs, tentatives de dépassement des autres, etc. Et donc, c'est la bérésina très rapidement. La bérésina n'est peut-être pas le bon mot, mais disons que c'est l'éclatement du groupe très rapidement, et donc la déliquescence générale. On a très bien vu que l'empire de Charlemagne a explosé, avec ses trois fils, qui se sont partagés l'empire, ce que nous subissons encore aujourd'hui. Parce que l'Europe, c'est encore le produit, encore et toujours, le produit de l'éclatement de l'ancien empire carolingien. Le groupe ne peut pas marcher dans un certain nombre de circonstances. Les carterons de généraux qui prennent le pouvoir, les triumvirats, on a vu à Rome, ça peut marcher un certain temps, mais ça ne fonctionne plus dès lors qu'il y a un accaparement ou une tentative de dépassement des autres de la part de l'un des éléments ou d'un couple vis-à-vis du troisième. C'est très fréquent. Il faut donc que s'il y a un groupe, la mission soit claire et que chacun ait un rôle précis. Par exemple, vous avez une collégialité pour diriger, je ne sais pas moi, l'Institut de France ou l'Académie française. Il n'y a pas de chef à l'Académie française. Il n'y a qu'un collège et chacun sait ce qu'il a à faire. Là, ça marche, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de direction prise par un seul. La direction peut être assumée à main levée, il y a une élection, il y a des gens raisonnables et qui connaissent les règles du jeu, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et autant que possible, il vaut mieux que ça fonctionne comme ça. S'il est possible que ça se passe comme ça, il faut le faire, faisons-le. Pour toutes les décisions qui ne demandent pas qu'il y ait une unité, qui n'en passe pas par un charisme et par la représentation d'un seul, un porte-parole nécessaire, tant que ça n'en passe pas par là, on le fait à main levée, on le fait en groupe, on le fait de manière démocratique, et ça fonctionne, en principe, ça fonctionne. Bon. Mais dès lors que vous aurez le besoin d'avoir un porte-parole ou une unité de commandement, une décision à prendre alors qu'un groupe serait peut-être immobilisé par le consensus, à ce moment-là, vous avez besoin d'un chef. Et ce n'est pas un problème. Il faut simplement que ce chef ne soit pas quelqu'un qui abuse de son pouvoir, et donc il faut contrebalancer son pouvoir statutairement. En général, on rédige des statuts. Éventuellement, c'est une parole donnée en public. C'est un cadre, un pacte qui fait que le chef, en l'occurrence, ne peut pas trahir sa parole parce qu'il est lié par des contraintes qui font que s'il trahit sa parole, il est culbuté, il est éjecté du pouvoir. Donc ça dépend des circonstances, ça dépend des civilisations, ça dépend des époques. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des statuts. C'est pas toujours plus fiable d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux avoir des hommes très très bien élevés que le très bon statut. Le statut, ça peut fonctionner, mais si les gens sont nuls derrière, ça fonctionne pas. Mais ça, je l'ai vu, ça, souvent. En tout état de cause, distinguez bien, le chef est utile lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Et il est même non seulement utile, mais indispensable. Je ne
crois pas qu'on puisse, c'était même évident, je ne crois pas qu'on puisse élire le commandant de bord dans un avion. D'accord? Vous pouvez prendre la meilleure population qui soit, vous la mettez en tant que passager à élire, à voter pour un commandant de bord parmi eux, ça ne marchera pas. Parce que c'est une compétence précise. Donc, il y a une compétence, et à ce moment-là, si vous vous trouvez dans ce cas de figure, qui est le cas archétypique, eh bien, vous avez besoin d'un chef, entre guillemets, en l'occurrence, c'est un commandant de bord. Il y en a un, et puis il a son second, et une équipe derrière lui, les personnels navigants, qui font chacun leur travail. Bon. Et donc, il y a une unité de commandement nécessaire, parce que c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, à chaque fois que vous avez besoin d'une unité de commandement, et puis d'un porte-parole et d'un charisme, vous en passez par un chef, et c'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas parce qu'il y a un chef qu'il y a forcément des déconvenus après. Il n'y a pas plus de déconvenus possibles avec un seul chef qu'avec un groupe. On a vu pendant la Révolution française, on a beaucoup désavoué la dimension pyramidale de la France à l'époque, et donc on en est passé par la Convention, etc. Ça a été bien pire, c'était abominable. Parce qu'évidemment, en plus, dès lors que vous avez des groupes, eh bien, il y a des personnes dans des groupes qui sont particulièrement disposées à accepter de fonctionner avec des puissances supérieures, des puissances d'argent notamment, ou des puissances secrètes. Il y a souvent la corruption est plus facile avec un groupe entier qu'avec un seul homme. Vous vous souvenez que Bonaparte, à l'exemple d'autres, je crois que c'est Alexandre le Grand aussi, faisait garder son trésor par 3 hommes. Parce qu'un seul peut partir avec le trésor, 2 peuvent s'entendre, mais 3, il y a plus facilement des conflits et une surveillance mutuelle. Bon, voilà pour cette petite question du chef. Je ne sais pas si je réponds à la question et si je l'ai traité convenablement. J'ai essayé de le faire à la volée, sans texte, et d'une seule traite. À bientôt.